Ok. On va revenir sur ce qu'on était en train de faire. J'ai trouvé la solution, donc ça fonctionne. Donc en fait, ça vient du TNS URL, où a priori il faut le faire différemment. C'est bizarre, parce que je pense que c'est lié à peut-être à une version d'API de Mac, plus aux versions d'API qui sont dans Delphi. Donc j'ai mon workspace, ça n'a pas changé, j'ai mon workspace, c'est un NS workspace. Je fais mon workspace, .NS workspace.create, ça, j'ai pas de souci là-dessus. Le changement, il va se trouver ici, au niveau du URL Mac. Donc URL Mac, c'est toujours un NS URL. D'accord, j'ai plus besoin de ça, ok, ça j'ai pas besoin. Au lieu de faire que l'URL MAC c'est égal à tnsurl.create, en fait, on va faire tnsurl.wrap, auquel on va passer en paramètre un tnsurl.oclass.url-string. Je pense que le problème, c'était une question d'encodage de l'URL, hein, parce que là, on voit bien, il n'y a que là-dessus qu'on intervient. D'accord, dans lequel je vais passer nsstr de URL. Je rappelle que l'URL, c'est tout simplement un string dans lequel j'ai mis http://www.embarcadero.com. Et après, de la même manière, comme tout à l'heure, je fais un workspace.openurl, le URL Mac. D'accord, donc ce qui change, c'est vraiment cette ligne-là, okay, avec le tnsurl. Alors bizarrement, sans faire ça en X2, en fait, ça marchait avant, hein, ça fonctionnait. A priori, en tout cas sur ma version à moi, là, ça ne marche pas si je ne fais pas comme ça. Donc, si on exécute là... Moi, j'ai fait le test en X2 avec un Snow Leopard, j'ai eu zéro souci, ça a marché les premiers coups avec ton code d'avant. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un problème de version d'API, que ce soit sur Mac ou Delphi, quoi. Je sais pas. Donc si je clique ici pour lancer mon URL, j'ai bien mon navigateur qui s'ouvre avec mon URL qui se lance, d'accord. Donc ça fonctionne bien. Enfin, on a trouvé la solution. Ok. Donc ce qui veut dire également que si je reviens ici, on va reprendre ça. On se remet donc le open file, ça a fonctionné. On avait fait le mail ici, d'accord. Donc si on fait la même chose sur l'ouverture du mail, là, de la même manière, ça va fonctionner, d'accord. Simplement, dans mon URL, j'ai fait un mail tout, d'accord. Je pourrais rajouter un derrière, je peux rajouter dans le mail tout, je peux faire les paramètres pour avec le sujet, et ainsi de suite. Pardon. Donc je crée mon workspace, je crée mon TNS URL, mais de cette manière-là, avec le wrap cette fois, en lui passant le URL with string, et après je fais mon open URL normalement. Donc, si j'exécute ça, hop, sur mon Mac, donc au niveau de l'email, voilà, il me lance bien l'application mail. En l'occurrence, sur mon Mac, elle n'est pas paramétrée, parce que je ne gère pas mes mails sur mon Mac, donc c'est pour ça qu'il me lance le wizard pour la paramétrer. Il m'a bien lancé l'application mail, d'accord. Donc, si elle était paramétrée, il me lancerait avec l'ouverture d'un premier mail créé avec le mail que j'ai fait. Donc ça fonctionne bien sur Mac, que ce soit pour l'URL, que ce soit pour le mail, d'accord, ou pour aller ouvrir une image. D'accord, il suffit de sélectionner une image et de faire ouvrir, et il va me lancer encore une fois l'application par défaut, d'accord, qui sert comme éditeur par défaut d'image. Comme l'a dit William, si on voulait lancer une autre application, en fait, il faudrait comment ça s'appelle, lancer une application directement, passer des paramètres. En fait, si on regarde la commande open, hein, si on regarde la commande open,
ici, si je fais un open tiré point d'interrogation, hein, oui, tiré point d'interrogation, c'est parce que tu as... Attention. Open, point d'interrogation. C'est marrant, il fait la complétion dans TimeViewer. Donc on voit toute une série de paramètres qui peuvent être appelés avec la commande Opel, d'accord, donc avec le tiret A justement, avec on aperçoit justement la commande -B qu'on verra après éventuellement dans Delphi, justement, qui est le bundle identifier. Vous l'avez justement dans Delphi, dans les propriétés, dans les informations de version. C'est là où vous savez que ça, justement, qu'on va pouvoir spécifier, justement. Enfin, il peut servir à ça, justement, derrière, au niveau Mac, pour pouvoir dire, je veux que les fichiers .toto, ils s'ouvrent avec mon application Toto que j'ai développé en Delphi. Je pourrais facilement utiliser l'identifier Toto, par exemple, si j'ai défini le bundle identifier dans mon Delphi, dans les propriétés de version. En fait, on retrouve ça ici, dans projet option. Juste en dessous. Voilà. Information de version. Bundle identifier. C'est ici qu'on va retrouver en fait toute une série de paramètres qui sont des paramètres spécifiques à la génération sous Mac. Les numéros de version, et puis il y a toute une série de paramètres qui vont permettre de définir, comme disait William, sur le bundle de l'identifier, un type avec quoi il serait ouvert, et ainsi de suite. Il y a toute une série d'informations qui vont venir là, qui vont être packagées avec mon application. Donc là, bien entendu, il va falloir se tourner vers la doc Mac pour savoir Apple et Mac pour pouvoir savoir à quoi ça correspond et ce que j'aurais besoin de mettre en fonction de tel ou tel type d'application. D'accord. Mais comme sous Windows où on trouvait toute une série de paramètres, sur Mac, de la même manière, on va retrouver les numéros de version et toute une série de paramètres qui seront encore une fois tout packagés dans notre application. Ok, donc on a réussi à le faire fonctionner, donc c'est bien. Donc voilà, on a bien vu comment on pouvait faire des choses qui vont être utilisées à la fois sous Windows et à la fois sur Mac, en exécutant bien le code qui correspond dans Windows pour le shell execute ou d'autres choses pour le Mac. On va créer une autre application HD, d'accord. Et on va voir, puisqu'on a parlé, juste pour vérifier que ça fonctionne bien, on va le faire avec DBExpress, parce que sinon avec Fireback, on n'aura pas le cas, parce qu'il n'y a pas de notion DLL. Donc on va se connecter à une base de données avec DBExpress. D'accord. Donc si je regarde en fait sur mon Mac, je vais fermer ça, ok, ça, on va mettre la colle, ok. Si je vais ici, ça doit être dans application. Voilà, j'ai un répertoire interbase, d'accord, avec un répertoire bin, dans lequel tout simplement j'ai interbase qui a été installée. Et si je vais dans Example, j'ai ma base de données qui est ici, employé.gdb, d'accord, qui est ma base d'exemple interbase. On va juste récupérer le chemin sur lequel elle est installée. Et donc on a dit, si j'avais besoin donc avec DBExpress de me connecter à une base de données, je prendrai un SQL connexion, d'accord. Dans ma propriété driver, je prendrai interbase. Et ici dans database, je vais préciser le chemin, donc c'est là où je vais copier justement le chemin que j'ai récupéré. Voilà. GDB, d'accord. Master key 6DBA, ça n'a pas changé, le login prompt on le mettra false. Ok. On va utiliser un simple dataset, puisqu'on rappelle que DBExpress c'est unidirectionnel, d'accord. Donc avec la propriété connexion qui est connectée au SQL connexion, on va se mettre en CP query et dans commande texte, on va faire un select étoile from employee.
Ok, on va utiliser ensuite les grilles. On va prendre par exemple une string grid, d'accord. Ok. Et pour relier donc notre grille à notre dataset, on l'a déjà vu, je clique ici, je vais faire cliquer avec le bouton droit, faire lier visuellement. Ici j'ai ma string grid, j'ai mon simple dataset, on va prendre étoile, donc on prend tous les champs. Automatiquement il m'a créé un bind source DB et un binding list dans lequel il me met le lien avec mon simple dataset. Et on va faire un bouton ici. Ok, et ici tout simplement on va faire un simple dataset.open. Je vais enregistrer tout ça. Ok. On se rappelle, on a dit, donc pour la plateforme, je clique avec le bouton droit, j'ajoute une plateforme, OSX, ok. Par défaut, j'ai bien mon profil, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, on l'a dit, là, en cas de DB Express, il va falloir rajouter pas des DLL, c'est sur Windows, d'accord. Rajouter des librairies qui vont être nécessaires pour se connecter à ma base de données. Donc pour ça, on va aller dans Projet déploiement. Ici, j'ai donc bien tous mes fichiers et tout ça. On va mettre sur OK. On va cliquer ici, dans ajouter les fichiers spécifiques, et on l'a dit tout à l'heure. Ici, ça me permettrait de retrouver directement les fichiers qui seront nécessaires pour se connecter à notre base interbase. Donc on va avoir ici DB Express Interbase Driver. On a OSX32, donc je vais cocher, d'accord. Si j'avais besoin de connexion à votre base de données, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai besoin de Midas pour DataSnap, j'ai besoin d'Oracle, parce que d'un autre côté, je me connecte à Oracle, je vais cocher en fait tout simplement les types de base de données dont j'ai besoin et tout vont être intégrés. On les retrouve bien ici, SQL, Midas, Oracle, et ainsi de suite. Donc ensuite, tout simplement, voilà, je vais pouvoir compiler mon application et l'exécuter. Donc il est en train de construire mon application. Ok, j'ai mon application ici, je vais le faire ouvrir. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le chemin. Ici, dans database, slash, ça. Voilà, j'ai bien donc ma grille
avec la connexion à ma base de données. Donc là, on est dans le cadre du DB Express, hein, on ne l'a pas fait avec Fireback, parce qu'il n'y avait pas de DLL dans ce cas-là, quoi. Il n'y a pas de librairie, encore une fois, je vais dire. Et du coup, on l'a fait avec DB Express en utilisant le déploiement. Bon, j'aurais pu même me simplifier la vie, hein. Je rappelle que quand on fait lier visuellement, j'aurais pu utiliser Wizard qui était ici, on a même créé carrément tous mes composants et toutes mes données sans que j'ai besoin de les poser directement. Quand je veux faire du DB Express, bien entendu, parce que Wizard est basé sur DB Express, c'est pas fait Fireback, d'accord. Et du coup, avec ce qu'on a précisé dans le déploiement, hein, si on revient sur le Mac, on le voit bien ici, si je m'amuse à regarder. L'avantage du Mac, c'est que comme tout est packagé dans l'application, en fait, j'ai même pas les fichiers qui sont à part. Si je m'amuse à afficher le contenu du paquet, on voit bien dans Content, en Mac OS X, j'ai mes différentes librairies, hein, parce que je me suis amusé à en cocher plusieurs, mais dont celle pour Interbase, ce qui lui permet du coup de pouvoir accéder via DB Express à la base de données Interbase sans avoir besoin d'autres fichiers. C'est l'avantage du Mac où du coup tout ce package dans l'application, je suis d'accord, ça fait augmenter du coup la taille de l'application, on est bien d'accord. Voilà, si je voulais, je pouvais les sortir et les mettre à part, hein, c'est pas un souci, on a vu après comment on pouvait le faire, quoi. Juste qu'après ça soit dans un schéma du coup où je puisse accéder, où ils puissent retrouver directement la librairie. D'accord, donc en utilisant le déploiement, on voit comment très rapidement en fait on peut rajouter ces fichiers, avoir une connexion. Bien entendu, hein, si je voulais, ici on le voit bien en fait, si je voulais qu'on soit multiplateforme, allez, on pourrait s'amuser à le faire du coup, puisque c'est le but de la journée quand même. Donc dans l'événement onCreate, en fait, on va faire SQL connexion 1 point params point, allez, on va faire un clear et on va faire un add data base égale hop, et après c'est comment ça s'appelle, hop, password et username, password et username. Hop. Alors, name égale CDA, password égale master key. Ok. On pourrait également se faire donc, on va déjà voilà. Avec plateforme pour changer Windows spécial. Avec plateforme pour changer pour montrer du dynamique 100%. Si tu testes la plateforme comme tu as montré la semaine dernière. Si tu testes la plateforme comme tu faisais la semaine dernière pour savoir si c'est du Mac ou de Windows. Avec plateforme, Oui. c'est le pas diagnostic, c'est le je sais plus quel même. C'était donc TOS version. Voilà, c'est ça. Il faut l'instancier. Enfin, une variable, non? Parce que là, t'as que les internes. OS version. TOS version. Voilà. Ça montrera les deux. Ensuite, OS version. Plateforme. Plateforme. Pâté, plateforme. Attention. C'est quoi déjà qui m'a envoyé PF Windows ou PF Mac. Alors, if OS version plateforme PF Windows in
On est d'accord que là, en fait, c'est juste le paramètre qui va changer. Donc, j'ai pas forcément besoin d'un ifdef dans le sens où la manière de définir le paramètre, elle est la même que ce soit sous Windows ou sous Mac. On n'est pas dans le cas où sous Windows, je fais appel à certaines unités, sous Mac d'autres unités. Là, forcément, j'aurai appel à du UDEF parce que sinon, ça ne compilera pas de l'autre côté, quoi. Ce qui n'est pas le cas là. Hop. Hop, et donc là, par contre, le schéma, ça va être... je ne me rappelle jamais à chaque fois. On va mettre à chaque fois je cherche 151, cette base de données d'exemple sur Windows 7. C'est dans... All user, un truc comme ça peut-être. On peut dire mieux. On va essayer de chercher pour l'instant. On va se faire une variable. Chemin, passe. C'est pas grave, je pense qu'elle va fonctionner quand même. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop là. Employé congé. Ok. Donc là, normalement, si on compile sur Windows, j'ai bien accès à la base de données, c'est bon. Et si je recompile sur Mac, j'exécute sur Mac. Et encore une fois, là, je compile en mode debug, hein, c'est aussi ça qui fait que les versions sont plus grosses que si j'ai compilé en... Voilà. Donc j'ai bien accès de la même manière à ma base de données, il n'y a pas de problème. Donc là, on est dans le cas, en fait, hein, où, encore une fois, que ce soit sous Windows ou sous Mac, la manière de le faire est la même, c'est juste que le chemin qui est différent, en fait. Donc je peux utiliser, c'est une bonne remarque de William, plutôt que de faire des UDEF, je peux utiliser OS version, ce qui est plus simple. Hein. Pas besoin de faire un code dans un cas ou dans l'autre. Par contre, il y a des cas, comme on a vu tout à l'heure, où c'est vraiment des unités différentes. Donc là, forcément, il faudra faire des UDEF. Donc très souvent, de toute manière, qu'on soit sur Windows, qu'on soit sur Mac ou tout ça, on aura besoin soit d'utiliser, de tester avec OS version, soit d'utiliser des UDEF. Enfin, il y aura toujours les cas, de toute manière, où ça sera, il y aura ce genre d'utilisation. Ça restera relativement rare les cas, sauf si on fait des choses assez simples, où on n'a pas besoin de différencier la plateforme. Quoi. Et on l'a bien vu, hein, alors, pardon, c'est pas là,
montrer, pardon. Dans le déploiement, donc quand je suis sur le Mac, il va bien me déployer les librairies qui correspondent. Je pourrais bien entendu sur Windows faire la même chose. Je veux dire, dans Windows, quand je suis dans Windows, projet, déploiement. Ici, lui dire également sous Windows, hop, alors pas VSX cette fois, et Win32, voilà. Voilà, si je vais également Oracle, pareil, si j'ai besoin de ça aussi, hop, je coche que ça. Et automatiquement, il va me déployer cette fois les DLL. Hein. Et si je compile, hein, je vais voir mon répertoire. Hop. Oui, pardon, pour utiliser le déploiement, il faudra forcément un plateforme assistant serveur, mais côté Windows, hein, puisqu'on peut l'avoir également côté Windows. Donc c'est pour ça que je pourrais le faire également pour le Windows. Sinon, la compilation se fait en local, il n'y a pas de déploiement. Mais je pourrais installer un plateforme assistant serveur sur Windows, il n'y a pas de problème ici. D'accord, donc on a vu qu'on pouvait également se connecter aux bases de données des deux côtés. On s'est connecté à une base de données interbase sans problème. Et de l'autre côté, on pourrait se connecter bien entendu à d'autres types de bases de données, à des bases de données distantes ou autres, et ainsi de suite. Pour terminer, on va parler de deux petites choses. Là, on l'a vu jusqu'à maintenant, en fait, on a généré l'application directement à partir de l'IDE. On pourrait avoir besoin, on peut prendre le cas par exemple où j'ai un Mac, mais par exemple, je ne suis pas connecté sur mon Mac, d'accord. Alors, ce ne serait pas pratique du coup, parce que je ne pourrais pas faire de debug, mais bon, éventuellement, ça pourrait être le cas. Ou alors, je suis super sûr de moi, j'ai créé mon application, je vais la déployer directement chez le client. Donc, plutôt à éviter à mon avis, mais bon, bref. Donc, je pourrais avoir besoin de compiler, de créer mon fichier Mac directement, d'accord. On l'a vu, en fait, quand je compile mon application ici, donc je suis sur Windows. Bon, si je me mets sur Mac, je peux compiler mon application, d'accord. Je compile bien mon application. Par contre, si je vais voir ici dans OS X32, en fait, il m'a généré tous les fichiers qui sont nécessaires hein, pour packager mon application, d'accord, pour créer le paquet, mais il ne me crée pas le paquet directement, d'accord. En fait, c'est le plateforme assistant serveur qui s'occupe de faire ça, d'accord, via le déploiement. Puisqu'on l'a vu, une fois qu'on est là, qu'on est sur Mac, j'ai bien qu'un seul fichier, d'accord, qui en l'occurrence est un fichier .app, d'accord, c'est voilà, demo5.app, qui en fait est un répertoire, en fait, hein, qui a ce nom-là, mais sous Mac qui est vu comme une application, et quand on regarde le contenu, on voit bien qu'on a des sous-répertoires. Donc si je crée mes sous-répertoires en mettant, en fait, c'est les fichiers qui sont compilés côté Windows, hein, si je regarde côté Windows, ici, je retrouve bien mon fichier demo5, le fichier demo5.rsm, il est là, le fichier plist, le fichier info.plist, enfin, d'accord, donc tout est créé. Après, par contre, il faut créer les sous-répertoires, les clickpoints, par exemple, et tout ça. Donc ça, le RAD Studio, lui, c'est le plateforme assistant serveur qui fait ça. Si moi, j'ai besoin de le faire, sans avoir besoin de passer par le plateforme assistant serveur, parce que je ne suis pas connecté à mon Mac, pour X ou Y raison. J'ai possibilité de récupérer un outil, en fait. Vous allez trouver ici. Sur ce site, ensce.com, et ici, il y a un lien vers Delphi OSX Bundler. Donc, vous récupérez ce fichier. Quand vous l'avez récupéré, c'est un zip. Vous verrez que dans le zip, vous avez un exe, vous avez un readme également qui vous explique comment tout paramétrer. On va le voir également, comment ça se paramètre, mais sinon tout est expliqué dans le readme. Donc du coup, je me suis fait un répertoire ici dans lequel j'ai fait Delphi OSX Bundler, d'accord, dans lequel j'ai mis mon exe. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur
Delphi. Je suis allé dans ici, je vous rappelle qu'on a un menu qui s'appelle outils, dans lequel on peut rajouter toute une série d'outils. En fait, c'est simplement des appels à des applications, d'accord. Donc je me suis créé une ligne, on va voir comment je l'ai créée en fait, hein, configurer les outils. Ok. Bon, on va la supprimer, on va la recréer. Ok. C'est pas la bonne, je sais même pas si c'est la bonne que j'ai supprimée. J'en sais rien, bref. Je pense que j'ai fait une bêtise, pas grave. Donc je vais ici, je vais faire ajouter pour ajouter un outil. Quel est le titre de l'outil? Donc Delphi OSX Bundler. Le chemin vers le fichier exe, d'accord? Le chemin, c'est celui-là. Et le fichier exe, il s'appelle Delphi OSX Bundler.exe. Dans le répertoire de travail, j'ai rien besoin de mettre. Et dans paramètres, comme c'est expliqué dans le fichier P, dans le README, je vais devoir mettre un "-p" avec $project, en fait, le paramètre qui est là. "-p, $project, c'est tout simplement, ça va reprendre le nom de mon projet hein, par défaut, et donc c'est celui-là. Ok. Et ici, je vais faire, d'accord, donc le nom de mon outil, le chemin vers l'exé et "-p, $project. Ok. Je fais fermer. Et ça me permet tout simplement, une fois que j'ai créé mon application, d'accord, je vais aller dans le menu outils et je vais faire Delphi OSX Bundler. Qu'est-ce qui me précise? OSX app bundle created dans l'épisode 9, démo 5, il m'a créé un fichier .zip. Ça me fait terminer, OK. Si je vais, donc je retourne, donc pas ici, mais je retourne donc dans l'épisode 9, démo 5. J'ai cette fois un fichier .zip. D'accord. Si je regarde ce fichier zip, tout simplement, je vais avoir mon application, mon app, d'accord. Si je regarde, en fait, dessous, j'ai les sous-répertoires, voilà, macOS X, ainsi de suite, d'accord. Et je vais retrouver donc directement mon fichier .zip. J'aurais pu ensuite apprendre ce fichier zip, à le transférer sur mon Mac directement, donc sans passer par le... par contre, il y a le truc du cocher-décocher. C'est le cocher-décocher qu'il faut faire. Ce qui se passe des fois, c'est qu'il faut aller dans projet déploiement. Bon, classiquement, on ferait plutôt sur une version release, bien évidemment. Déploiement. Justement, le problème, c'est ça, c'est que je crois qu'il veut obligatoirement faire en release. Alors, on va cocher, on va décocher. Souvent, ça le fait, en fait, c'est juste une question, vous décochez, vous recochez. L'initialisation qui n'a pas été faite, ouais. Bien tout. On va refaire Delphi OSX Bundler. Et ça manque 2 lignes. Normalement, il y a plus de lignes dans ce fichier. Donc, je crois qu'il y avait un truc comme ça où il fallait que ce soit en release. C'est peut-être celle qui cherche. Ouais, je crois qu'il cherche release obligatoirement. Et il faut compiler, je ne sais pas si tu l'as fait. Hop. En release. Ok. Ok. On va refaire outil Delphi OSX Bundler. C'est mieux. Il y a beaucoup plus de lignes. Il y a beaucoup plus de fichiers. Du coup, voilà, j'ai un zip qui forcément est plus gros et c'est bien voilà, les différents sous-répertoires, les différents fichiers. Il faut le faire en release et en plus, des fois, il peut arriver, voilà, qu'on ait besoin de revenir ici, de cocher, décocher, de faire enregistrer et de bien compiler avant de faire appel à l'outil. Bon, sinon, vous pourriez aussi vous le faire vous-même. Hein, il faut packager, enfin, voilà, il y a les différents répertoires à créer, les différents fichiers à mettre aux différents endroits. Et
Après, vous avez peut-être vu dans les setups classiques qu'on peut avoir aussi sur Mac, c'est plutôt que d'avoir un fichier. Alors zip, c'est une des possibilités, et une des autres possibilités, c'est d'avoir une image DMG. Donc là, c'est pareil, c'est un tutoriel qui vous permet, que Thierry peut envoyer à tout le monde, qui permet justement de créer un fichier DMG. Fichier DMG. Le DMG, c'est l'équivalent de l'image ISO en fait sous Windows. Exactement. Voilà, en fait, je connaissais pas si non Faut se créer un template et après on drag and drop les fichiers justement du projet, puis voilà, quoi. On se fait son ISO, enfin un DMG. L'avantage du DMG, c'est vraiment que sur Mac, contrairement à Windows où l'image ISO, selon les versions où vous êtes, ça ne va pas forcément. Maintenant, ça va sur une nouvelle version. Le DMG sur Mac, vous double-cliquez, il lance directement tout et vraiment rien à faire. Et j'ai automatiquement, ça n'est pas de souci. Ok. Et pour finir, on va parler, on l'a dit, sous Mac, l'autre possibilité, jusqu'à maintenant, à chaque fois, on a généré de manière normale, d'accord, en générant l'application. On a dit, on a la possibilité de créer une application pour l'Apple Store, en fait. Donc là, on va avoir toute une série de choses à faire. La première des choses à faire, ça va être que vous allez avoir besoin de vous inscrire à un programme, d'accord, de développement chez Apple. Donc vous aurez besoin de vous inscrire, là on ne parle pas d'iOS, hein, vous aurez besoin de vous inscrire au Mac Developer Programme, qui vous coûte 99 $ par an, d'accord. Il faut commencer à donner des sous. Encore une fois, vous payez sans avoir fait quoi que ce soit. Dès le début, il faudra de toute manière commencer à payer, quoi. Donc vous paierez, ça vous permettra de récupérer toute une série de choses, d'être inscrit. Une fois que vous serez inscrit, en fait, que vous vous connecterez dans votre Member Center, vous aurez possibilité voilà, d'aller ici dans la partie certificat, identifiant et profile. Et vous aurez ici sur la partie Mac Apps toute une série d'opérations à faire pour générer les différents certificats et identifiants dont vous allez avoir besoin pour générer votre application. On ne va pas détailler toutes ces opérations-là, sachant en plus que hop, je vais vous donner un lien. On dit souvent qu'il n'y a pas de choses dans la doc, mais si, il y a des choses dans la doc. Voilà. Qui va vous expliquer donc comment configurer l'environnement. Voilà, l'acquisition des identifiants Apple requis pour le Mac Apple Store. D'accord. Vous allez au final, c'est bien ce qui est inscrit. Vous devez rejoindre un programme développeur Mac, 99 $ par an. Voilà. Il y a toutes les opérations qui sont expliquées dans ce que vous allez avoir besoin de générer. D'accord. Au final, il y a des étapes pour pouvoir le faire manuellement si vous voulez le faire manuellement, mais sinon en passant par les outils que je vous ai montré ici, générer les deux certificats. Au final, en fait, vous allez avoir besoin de ces deux certificats tout simplement si vous allez dans Projet, Options, dans la partie Approvisionnement ici. Vous avez deux champs de saisie qui vont vous permettre en fait de saisir les deux certificats que vous aurez générés automatiquement, d'accord, pour votre application, pour pouvoir générer ensuite sur le Mac Apple Store. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le doc qui est ici, elle est très bien expliquée, même sur la partie iOS, quand on en parlera, ça vous dit clairement voilà, les endroits où vous devez aller, récupérer vos identifiants et ensuite aller les renseigner dans l'application. Vous allez générer des certificats et vos deux certificats vont être à renseigner ici pour pouvoir déployer directement sur le store. Encore une fois, vous aurez besoin d'un Mac, notamment pour la génération des certificats et tout ça, donc vous serez obligé d'avoir un Mac. Et de la même manière, pour pouvoir déployer sur le store directement, en fait, vous aurez besoin de votre Mac. Donc ça sera une obligation. Et sachant encore une fois, comme iOS, qu'une fois que vous décidez de passer par l'Apple Store, le Mac Apple Store, hein, vous serez soumis à validation de la part d'Apple. Hein.
le Mac Apple Store, on va le trouver ici. D'accord. Donc toutes les applications qu'on va retrouver ici, qui sont en vente ici, sont validées par Apple, d'accord, et sont soumis à validation par Apple. Donc vous avez toute une série de cahiers des charges à voir. Donc bien entendu, il faudra, pour pouvoir déployer sur l'Apple Store, il faut que la plateforme assistant serveur soit lancée de l'autre côté pour qu'il puisse faire le déploiement sur le transfert sur l'Apple Store. Donc c'est l'obligation. La différence par rapport à iOS, c'est ce que j'ai dit encore une fois au début, c'est que sur Mac, ok, l'Apple Store existe, mais ce n'est pas une obligation. Contrairement à iOS où on n'a pas le choix, quand je suis sur mon iPhone ou sur mon iPad, si je veux aller récupérer, alors en dehors du fait de si j'ai craqué, si j'ai jailbreaké mon iPhone ou mon iPad, sinon si j'utilise normalement, on va dire, dans ce cas-là, je suis obligé de passer par l'Apple Store pour aller récupérer une application, qu'elle soit gratuite ou payante. Sur le Mac Apple Store existe, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Il n'y a rien qui interdit légalement d'aller prendre une application, d'aller la déployer soi-même sur un Mac. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de passer par le store. Par contre, si je passe par le store, j'ai d'autres contraintes, la validation de mon application, le fait qu'il me faut obligatoirement un Mac pour générer tout ce qui est certificat et transférer mon application sur l'Apple Store. Je suis soumis à validation et bien entendu, ne rêvez pas, vous avez payé au début, mais Mac prend également un pourcentage. Je ne sais pas si c'est le même pourcentage que sur iOS, en fait, c'est une bonne question. Ils prennent un pourcentage aussi sur ce que vous allez vendre si votre application est payante, bien entendu. D'accord, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. La preuve, c'est d'ailleurs, c'est que tout à l'heure, moi sur mon Mac, j'ai bien installé mon plateforme assistant serveur. À aucun moment je suis passé par le Mac Apple Store, d'accord. Donc ça ne m'interdit pas d'installer des applications sur mon Mac. Cette restriction n'existe pas sur le Mac, contrairement à iOS. Maintenant, vous pouvez également faire le choix de vouloir aller sur le Mac Apple Store. Donc l'avantage d'aller sur le Mac Apple Store, c'est que du coup, après vous êtes présent, tout le monde peut vous acheter directement, vous n'avez pas besoin de démarcher les gens ou quoi que ce soit. Donc, forcément, vous touchez plus de monde. Voilà, donc ça c'était la particularité pour pouvoir déployer sur le Mac Apple Store. N'hésitez pas à aller suivre la doc. Il faudra de toute manière, encore une fois, que vous alliez ici, que vous soyez enregistré, que vous génériez votre certificat et vos noms de certificats vont être réutilisés et vont être nécessaires là-dessus. Donc, est-ce que vous avez des questions? Voilà, on a essayé de faire le tour pour voir un petit peu comment on pourrait, quelles sont les particularités du macOS, qu'est-ce qu'on peut faire. On l'a vu depuis le début, en fait. Le gros avantage, et c'est ce qu'on va continuer de voir avec FireMonkey, notamment sur la partie mobile et ça, c'est qu'encore une fois, c'est la même application que je déploie sur Windows et sur macOS. Même si on est d'accord, très souvent, il va y avoir besoin de faire soit des paramètres qui sont différents selon la plateforme, soit de faire des UDEF parce que j'utilise des unités différentes. Mais tout le visuel, tout le traitement, tout le code Delphi classique et traditionnel, ça reste exactement le même. Il n'y a pas de changement et c'est juste ensuite l'option de compilation qui génère mon exe pour Windows ou qui génère mon application pour Mac. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous libère? Je vous libère pas comme ça, vous ne savez pas, c'est pas aussi simple que ça. Normalement, il faut demander la permission pour ces connecter. Alors, question. Qu'en est-il de la génération sur l'Apple Store macOS? Vous pouvez en parler, ça marche comment? Voilà, donc, du coup, question qui a devancé ce qu'on a montré. Donc voilà, on en a parlé. N'hésitez pas pour aller voir, notamment pour la génération des certificats et comment les récupérer, allez voir la doc là-dessus. Pas de problème. Maintenant que le dev sur Mac est grandement simplifié, à quand l'IDE directement sous Mac? C'est pas au programme, c'est franchement pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de rajouter des plateformes supplémentaires. Il manque des plateformes sur la partie mobile, il manque Android, sur le C++ Builder, il manque la partie iOS. Voilà. Donc la priorité, elle est là aujourd'hui.
la priorité, c'est vraiment rajouter le plus de plateformes possible, que ce soit pour la partie mobile, que ce soit pour la partie desktop, UniRT ensuite, Linux, enfin voilà, il y a plein d'autres plateformes à rajouter, donc c'est vraiment cette priorité-là pour le moment. Le fait de l'IDE multiplateforme, sincèrement, aujourd'hui, c'est pas au programme. C'est pas simple parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur l'IDE, donc ça demanderait vraiment à refaire beaucoup de choses. Donc encore une fois, en plus, ça va intéresser certaines catégories de gens, pas forcément tout le monde. Voilà, donc on préfère pour l'instant se mettre le focus sur les plateformes, c'est ça le plus important. Pourquoi n'utilisez-vous pas le wizard du LiveLink qui génère les objets sur la grille? Donc on l'a dit, on l'a vu, c'est vrai que j'aurais pu sur cette partie-là, sur la partie DB Express, utiliser le wizard. Par contre, le wizard qu'on retrouve là, indiqué visuellement, les wizards qu'on a là, qui permettrait de créer directement les composants en offre. Ça va baser exclusivement sur DB Express, hein, pas sur Flyona. App Store, c'est l'équivalent de AppWave sous Mac. Donc non, c'est différent. Donc c'est vrai qu'il existe également AppWave, hein, qui est je ne sais plus, je vais retrouver ça. AppWave. Donc AppWave, c'est un autre système, hein, qui a été mis en place, c'est une techno Embarcadero, hein, par contre, là, ça n'a rien à voir avec d'autres technos qui seraient utilisés. Le but, c'est de dire qu'on va avoir un peu comme un Apple Store, un magasin dans lequel on va retrouver toutes mes applications, et je vais pouvoir exécuter sur mes postes Windows, pour l'instant c'est exclusivement pour Windows, mes applications sans avoir besoin de tout installer sur mon poste. C'est le principe, je vais trouver la liste de mes applications et je vais pouvoir les installer. Je pense qu'il y avait un schéma, un truc comme ça. Donc je vais pouvoir les installer, enfin les exécuter sans avoir besoin de les installer directement. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous faire remarquer que sur la X4, lorsque vous allez ici donc sur la nouvelle version de Delphi qui est disponible, donc le Ratio X4 par exemple, je vais cliquer ici, très vite pour gagner du temps. Sur Download Trial, c'est qui c'était à chaque fois je trouve pas Tout en haut, je crois, non? Quand tu passes par Free Trials, ouais, tout en haut, en haut de la page. Free Trials, peut-être par là, je crois. Ouais, normalement, oui, il doit être dispo sous les deux versions. Voilà. Voilà, il y a télécharger l'installeur. On le voit sur, moi je le vois sur des Bertisans à côté, mais là il y est. Ah ouais, ok. Je savais bien que. Non, ça c'est du. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on le voyait. Stop, arrête là. Au pire, là on le voit bien, justement, les boutons bleus. C'est ça doit pas être mis en place encore sur. D'ailleurs, on voit que la page est pas à jour. C'est X3, entre parenthèses, sur la partie Delphi là. Parce que je suis. Ah, t'es en French? Ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, yes, voilà, exactement. Donc on le voit bien là sur les trials, que j'ai possibilité de télécharger la trial classique et en même temps de télécharger l'instant trial. Donc dans ce cas-là, il va m'installer AppWave et après AppWave, il va télécharger un gros fichier qui correspondra au Delphi, au RADstudio, en fait, et que je pourrai exécuter directement. Mais il n'aura rien mis à jour dans
dans ma base de registre, dans tous mes répertoires et tout ça, il y aura, voilà, il y aura juste le package qui sera au sein de mon app wave et que je pourrai lancer directement. Donc ça se fait maintenant sur toutes les nouvelles versions. Je savais bien que je l'avais vu sur la XE4, par contre, a priori, il y a un problème dans la page en français où il n'y a pas les liens. Alors ensuite, question, pour LSX, que propose Delphi X4 de plus? Tout simplement le support des nouvelles versions de Mac qui sont sorties, notamment Mountain Lion, qui n'existait pas quand la X3 était sortie. Voilà, donc les nouvelles versions de Mac qui sont supportées avec les nouvelles API, du coup, tout ça. Existe-t-il un install shield dans Delphi pour Win macOS? Non, il n'y a plus d'install shield. Il y a une époque, donc il y avait InstallAware qui était fourni, donc qui est plus fourni tout simplement parce que c'est juste un installeur Windows, pas une petite plateforme. Et pour le moment, il n'y a pas de remplaçants, voilà, qui ont été fournis. Donc, pour le moment, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a des produits qui existent qui savent faire à la fois du Windows ou du Mac. J'avoue, j'en sais rien. En fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller vous reposer. Ok. Donc, puisque c'est terminé, hop là, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le 10e épisode. On va parler de web, là, cette fois. On va parler de HTML5 Builder. Pas pour la partie mobile, hein, parce qu'on verra que dans le 11e épisode, on aura HTML5 Builder, mais sur la partie mobile, en fait. Donc la semaine prochaine, seulement le HTML5 Builder sur la partie PHP et HTML5, la partie web. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore une fois, je me répète, merci à vous pour votre présence. Merci d'être aussi nombreux à venir participer à ces différents épisodes. Vous avez une semaine pour vous reposer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, on parlera de HTML5 Builder. Donc, jeudi 2 mai. Rendez-vous. Tous connectés encore une fois. Et on parlera donc de HTML5 Builder. On verra notamment la liaison avec un serveur REST, DataSnap, tout ça. Il y a plein de choses à voir là-dessus. Merci à vous tous. Bonne fin de journée, bonne soirée. Reposez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 10e épisode du Live du Jeudi saison 2. Merci, bye bye.